Bonsoir à tous, bonsoir Vincent. J'espère que vous allez bien. Alors du coup, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc NeuroLive. Là, du coup, en fait, on est obligé de faire, c'est la première vidéo de l'année, puisqu'il y avait un petit loupé sur la précédente vidéo. Alors, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo de l'année 2021. J'en profite, meilleurs vœux à tous, parce qu'en fait, il y a encore temps pour souhaiter donc nos meilleurs vœux à vous tous. Bonne année Vincent. Bonne année. Même si en fait on se dit tous les jours depuis le 1er janvier. Donc, la thématique de ce soir, indécision pathologique. Comme d'habitude, on va attendre que les gens se connectent. N'hésitez pas à rejoindre le groupe NeuroLive sur Facebook. N'hésitez pas à partager également, parce que, alors, j'aime bien quand même le rappeler. Initialement, on avait fait le NeuroLive pour essayer de sensibiliser un maximum autour de différentes thématiques en lien avec la santé. Surtout pour les personnes qui, malheureusement, pour X ou Y raison, ne pouvaient pas forcément avoir accès à une prise en charge, à un praticien. Donc voilà, le but c'est de, encore une fois, partager notre expérience, nos domaines d'expertise par rapport à certains domaines, et également aussi profiter de vous, en fait, vos témoignages et vos expériences, afin que ça puisse être utile à un maximum de personnes. Donc, on garde cette dynamique là pour cette année. On garde également le sourire, et donc on va faire en sorte d'échanger un maximum. Ce soir, donc, la thématique de l'indécision pathologique. On a la chance donc d'avoir la présentation de Vincent. T'as vu, je dis présentation. C'est beau, hein? Ouais, ça met la pression, quoi. Non? Est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on est sûr ou pas si on part? Alors, est-ce qu'on va vraiment faire cette thématique ce soir? Ah, c'est pas sûr, hein. Aïe. On va voir si suite à cette présentation, on arrivera à choisir au bout d'une heure. C'est vrai, tout à fait. Donc, indécision pathologique. Est-ce que, on fait comme d'hab, quoi, hein, c'est parti. Ouais. On commence, et puis après, forcément, j'aurai évidemment des petites opinions questions pour toi. Comme toujours, forcément, nous sommes sur Facebook. Gens qui en des Ouais. T'as compris, ouais. Et évidemment, donc n'hésitez pas aussi à poser vos questions. Si jamais on prend pas le temps pendant la vidéo donc de répondre à vos questions, à ce moment-là, vous les laissez en commentaire, et on verra si on y répondra. Ouais, voilà. Lui s'est connecté. Et ouais. C'est foutu. Bon, on présente? Allez, c'est parti. Alors, l'indécision pathologique. Avant de parler d'indécision pathologique, on va déjà parler d'indécision. Parce que le commun des mortels peut avoir des problèmes d'indécision. Donc, on est un peu souvent, tu sais, dans nos vidéos, on parle du spectre entre la normalité et le trouble, désolé. On a un continuum. Ici, on a des gens qui fonctionnent bien. Ici, on a des gens qui sont complètement handicapés. Et dans ce spectre, on va partir de l'indécision des gens normaux vers le trouble, même si le trouble n'existe pas, il n'est pas référencé, mais l'indécision pathologique. Déjà, est-ce que l'indécision pathologique est une pathologie reconnue? Non. L'indécision pathologique n'a pas, dans les manuels de psychiatrie, sa catégorie rien pour elle. Elle entre plutôt dans le diagnostic de TOC. Il y a des gens qui ont des TOC et ils vont avoir dans le TOC, notamment ça peut avoir les lavages de mains, les vérifications de porte, la peur d'écraser les gens en voiture, la peur d'être pédophile et notamment l'indécision pathologique. Donc tu verras rarement quelqu'un consulter que pour ça. Moi j'ai quelques patients qui consultent que pour ça, mais j'ai majoritairement des patients qui viennent pour des vrais TOC et qui ont en plus l'indécision pathologique. Maintenant, néanmoins, on va parler déjà, si tu es d'accord, de l'indécision normale. Il y a plein de gens qui sont confrontés au quotidien à des soucis d'indécision. Est-ce qu'ils sont dans la pathologie? Non, parce que le propre d'une pathologie, comme on le dit souvent dans nos vidéos, c'est que c'est censé te pourrir tout le temps. Donc quelqu'un qui te dit que toutes les décisions de sa vie depuis 10 ans, 15 ans, c'est problématique, oui, visiblement, c'est un fonctionnement chronique, handicapant, répétitif. Là, on est dans l'indécision pathologique. Maintenant, quelqu'un qui fonctionne bien et qui a de temps en temps un problème d'indécision, ne peut pas dire qu'il a une indécision pathologique. Donc, c'est quoi ces soucis d'indécision qu'on va déjà croiser chez les gens, on va dire, normaux? Pourquoi je veux qu'on en parle? Parce qu'il faut aussi qu'ils aient des stratégies. Bien sûr. Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne, aujourd'hui, là, a un souci d'indécision? Quand on regarde un peu les bouquins qui ont été écrits, et il y a un super bouquin de Madame Falardeau, Falardeu, que je vous conseille, qui est une Canadienne. Elle a travaillé longtemps, je crois qu'elle travaille dans l'orientation des gens, donc elle confère l'orientation. Donc elle a vu beaucoup de gens et elle en a tiré une classification, une vision qui est très pertinente. Et elle dit déjà il y a deux soucis. Il y a l'indécision qui est provoquée par le contexte dans lequel tu es, et il y a l'indécision qui est provoquée par ton fonctionnement psychologique. Commençons déjà par l'indécision provoquée par le contexte. Quand tu es dans un contexte de Covid, par exemple, où ton entreprise est en train de s'effondrer, est-ce que là, tu vas changer de travail ou pas changer de travail? Est-ce que tu vas demander une mutation en province ou pas? Alors qu'il y a des entreprises qui se cassent la gueule et que tu peux retrouver demain SDF,
Là, on est quand même sur un contexte qui va quand même un peu décider à ta place. Oui. Il y a des familles qui sont compliquées, il y a des cultures qui décident plus que... Des cultures, tu sais, qui décident à la place de l'individu. Il y a des guerres, il y a de la misère, il y a tout ce que tu veux. Il y a un type qui peut taper sur la gueule de sa femme. Donc, tu as quand même beaucoup de variables contextuelles qui vont provoquer que la décision va être dure à prendre. Donc, quand tu es dans un contexte où ta famille décide à ta place, ton cerveau va pas dire « qu'est-ce que moi j'ai envie de faire ?» Ton cerveau va dire « soit je fais ce que ma famille me demande, soit je suis foutu. » Donc déjà, et qu'est-ce que je peux faire? Et qu'est-ce qui va être toléré par ma famille? Ça, tu vas l'avoir, par exemple, je me rappelle d'un petit jeune qui me dit, voilà, moi j'ai envie de devenir ébéniste. Je suis dans une famille normale sup, école centrale, polytechnique et compagnie. Il vient, crise d'angoisse, dépression. Pour lui, dans son cerveau, soit il devient ébéniste et il est nul pour ses parents seront déçus à cause de lui, soit il s'oblige à faire des études qui l'intéressent pas. Et du coup, il fait des attaques de panique, même la nuit. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je lui dis, peut-être que la condition absolue pour diminuer les attaques de panique, c'est d'accepter d'être en accord avec ce que tu es, c'est-à-dire faire ébéniste. Non, mais qu'est-ce que mes parents vont dire? Donc là, tu vois vraiment que le contexte extérieur empêche à la personne d'avoir de multiples portes. Il n'a pas 25 portes disponibles, il en a une seule, ne pas décevoir les parents. Donc là, tu es vraiment sur le contexte qui va t'empêcher de prendre une décision et qui va te bloquer. Tu vas avoir le contexte financier, bien évidemment. Toi, demain, tu dis, oh, où est-ce que je vais partir? Je vais partir à Rome ou à machin. C'est sûr que quand tu as un compte en banque qui est bien fourni, tu peux ouvrir l'éventail des possibilités. Donc, tu vas pas être super indécis. Il y a la question de l'immédiateté. Là, demain, tu as un problème, tu as un rein qui fonctionne pas, on va vous dialyser, on va pas vous dialyser. Tu vas pas prendre 25 jours pour décider. Donc, la notion d'urgence, de gravité, est aussi un contexte qui va décider à ta place et qui va diminuer l'éventail des possibilités. Quand on te dit que le problème, ça va être, donc tu dois prendre une solution et que cette solution est irréversible, vous avez une maladie grave, soit on vous opère et il y a 50% de chances que vous mouriez à cause de l'anesthésie, ou alors on vous opère pas et vous allez mourir quand même. C'est pas comme si on t'annonçait que tu as 99% de chances de t'en sortir. Donc là, la notion d'urgence, d'irréversibilité, ce sont des contextes qui vont entraver ta capacité spontanée, naturelle à prendre des décisions. On a aussi des personnes qui vont dire simplement, moi je manque d'informations. Bon, ça c'est classique chez les adolescents. Ils veulent faire tel métier, ils veulent parler à tel endroit, mais ils n'ont pas d'informations. Et quand tu n'as pas d'informations, forcément c'est très difficile d'ailleurs de prendre une décision. Ça, c'est toutes les variables liées au contexte qui sont des variables classiques. Tu vas après avoir une variable assez classique aussi, que je parlais tout à l'heure, des caractéristiques psychologiques. Tu as des gens, c'est pas un problème de manque d'information, c'est pas un problème de famille, c'est pas un problème de culture, de religion, de... Ah non, tu fais la stéréo, double. C'est pas un problème de contexte, pas un problème de harcèlement, c'est pas un problème de manque d'information, c'est que dans leur fonctionnement, il y a des problèmes comme l'anxiété. Peur de déplaire, peur de rater, peur de regretter, peur de faire une crise d'angoisse, peur d'être incompétent, peur de tout ça. Toutes ces peurs vont faire que du coup ton cerveau va dire ouais mais si je vais rater, et si on va me prendre pour un idiot, et si je vais être ridicule, et si finalement j'ai cru que j'avais des compétences et j'avais pas, et si finalement je vais ruminer, et si ça va m'entraîner des crises d'angoisse. Et là c'est pas la solution qui est importante pour toi, c'est pas la solution qui est pertinente vis-à-vis du problème, c'est moi je vais avoir des symptômes, j'ai pas envie d'avoir des symptômes. Donc là, le but de la personne, c'est d'esquiver la souffrance. C'est pas forcément de prendre une décision qui est pertinente avec le souci. Donc l'anxiété est une caractéristique psychologique qui va très souvent entraver les prises de décision. Okay. La deuxième, c'est l'impulsivité. Des gens qui vont aller direct. Ah bah tiens, c'est beau, j'y vais. Mais est-ce que ça rentre dans ton appart? Est-ce que tu as mesuré? Est-ce que tu as l'argent sur ton compte? Est-ce que tu n'avais pas un autre truc avant? Et cette impulsivité fait que comme tu court-circuites, on a déjà fait, je crois, une relation d'impulsivité, comme tu court-circuites la phase intellectuelle où tu soupèses les arguments, tu réfléchis court terme, long terme, faisabilité, c'est sûr que quelqu'un d'impulsif, il pourra pas prendre une décision qui est pertinente. Il prend la décision qui est la première qui fait plaisir à son cerveau. Il y a un autre problème qui est le sentiment d'efficacité qu'on appelle aussi la confiance en soi. Est-ce que j'ai l'impression, moi, que je suis capable de le faire? Quand tu te sens compétent, tu sens que tu as les outils, tu as déjà eu par le passé des réussites, tu as plein d'informations qui te disent ok, fais-toi confiance, tu peux y aller. Mais quand t'as pas confiance en toi, tu te sens nul, tu te sens illégitime, et que ton cerveau te dit quelqu'un comme toi va forcément échouer, tu vas avoir beaucoup de difficultés à te lancer. Donc là, on est sur les variables psychologiques qui sont beaucoup classiques. Tout ça, ça va participer au processus de décision et d'indécision. Là, on est chez des gens relativement normaux, gros classiques. Et toutes ces variables vont provoquer qu'elles vont avoir du mal à prendre des décisions. Maintenant, hop, on fait un petit mur, on passe à l'indécision pathologique. Alors déjà, est-ce que, pardon, alors,
Merci pour, Alors, je t'en pour prie, moi j'ai toutes trouvé ces que c'était informations. hyper clair ce que je disais. C'était clair, limpide. J'ai jamais entendu quelque chose d'aussi clair Je de t'en prie. toute ma vie. On est d'accord que, alors déjà, en fait, tout ça, comment, en fait, finalement, tu fais pour savoir, est-ce que, en gros, dès le premier rendez-vous, tu peux être sûr que tu es face à quelque chose de plutôt normal ou alors pathologique? Bah, tu poses la question à la personne, qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi vous n'arrivez pas à décider? Ok. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Ah bah si j'avais une baguette magique, j'adorerais ne pas avoir la boule d'angoisse. Ok, t'as compris, c'est un problème d'anxiété. Moi, de manière générale, je suis quelqu'un, c'est bien en tête. Donc c'est la possibilité. La personne qui te dit, bah oui, mais en même temps, vous savez, très honnêtement, si ma famille était au courant. Ok, c'est une question du contexte. Quelqu'un qui te dit, mais moi, j'ai pas beaucoup d'éventail de possibilités parce que si je perds mon boulot demain, j'ai 3 gamins à nourrir. Là aussi, c'est ce contexte. Donc tu vas très vite apprendre Ouais, parce c'est que ça. la personne généralement va te le dire, elle va te dire, moi mon problème c'est qu'il y a ça qui m'entrave. Ok. Les gens généralement sont très clairs sur pourquoi ils sont indécis. Mais ils continuent à vouloir faire en fonction de cette variable. Ouais. Et le but de la thérapie, c'est de leur dire, mais je suis désolé, va falloir aller voir un responsable syndical, va falloir aller voir un avocat, va falloir aller voir une assistante sociale, va falloir peut-être accepter de dire à vos parents, va falloir peut-être, tu vois, plein. Donc ça, typiquement, ça c'est pas du tout l'indécision pathologique. Là, on est sur de l'indécision normale, qui peut entraîner de l'angoisse et de la dépression et des pensées suicidaires, mais qui sont encore sur des processus très classiques. C'est un cerveau normal face à un contexte problématique. Par contre, quand tu as ces caractéristiques psychologiques de l'impulsivité, le problème d'estime de soi et l'anxiété, bah là, tu es en train de créer le terreau de l'indécision pathologique. Parce que quand tu es anxieux, la personne te dira, moi je suis désolé, j'ai juste pas envie d'avoir l'anxiété, j'ai juste pas envie de regretter, j'ai juste pas envie de me dire, ah bah t'aurais dû faire l'autre. Et en fait, on est vraiment dans l'évitement permanent de la souffrance. On n'est pas dans une méthodologie de résolution de problème. On est dans là, moi j'ai pas envie de souffrir. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent leur opinion à 50 personnes. Plus ils téléphonent aux gens, plus ils ont une base d'informations. Ils vont pas passer une demi-heure ou 1 heure à booker un hôtel dans Internet, ils vont passer 3 semaines. Ils vont pas ouvrir 10 onglets, ils vont en ouvrir 250. Derrière, ils vont dire, ah oui, mais si je pars en Corse, non mais la Corse, je connais. Ouais, mais en même temps, j'ai jamais fait la Crète. Ouais, mais si tu vas en Crète, après, quand tu seras en Crète, si t'aimes pas, tu regretteras de pas être allé en Corse. Oui, mais si je vais en Corse, je me dirais, ah bah, tu vois, t'es reparti en Corse pour en Crète, pourquoi? Bah, tu m'as compris. Donc, du coup, comme ils sont pas dans, là, qu'est-ce que je veux? Ils sont dans, j'ai peur de regretter. Et tu prends une décision aujourd'hui avec l'idée qu'il faut pas regretter dans 6 mois. C'est pas une décision qui est pertinente. Là, tu es dans l'évitement de la souffrance. Tu as des gens qui vont te dire, moi, je veux pas découvrir dans 3 mois qu'il y avait un vélo qui était moins cher. Non, en fait, tu veux te protéger. Éviter quelque chose, en tout de cas. la souffrance. Donc, qu'est-ce qui se passe? On demande l'avis à trop de personnes, on va démultiplier la recherche d'informations. Donc là, c'est pas un manque d'informations, c'est un surplus d'informations. Et qu'est-ce qu'on va faire aussi? On va potentiellement esquiver le débat. Parce que la meilleure façon de ne pas souffrir, c'est peut-être de rester dans ce appliquer. Donc il y a plein de gens qui vont dire, moi j'ai ruminé des nuits entières, j'ai passé 3 semaines là-dessus, et à la fin de guerre là, j'ai pour moi simplement pas concrétisé le truc. Donc c'est un mélange d'obsessionnalité, on est vraiment pour moi dans la pathologie top, mais il y a aussi un gros versant de perfectionnisme. Pourquoi prendre une décision en 2 jours si on peut la prendre en 2 mois? Puis ça va dire derrière, oui mais tu te rends compte, est-ce que tu es bien sûr au final, etc. Et là, on est vraiment pour moi dans l'indécision pathologique. Si on faisait un petit tableau comparatif, l'indécision normale, c'est quelque chose de rare dans ta vie. L'indécision pathologique, c'est tous les jours. L'indécision normale, tu peux être embêté sur des choses graves, irréversibles, qui coûtent beaucoup d'argent, qui peuvent avoir un impact grave. L'indécision pathologique, c'est surtout une paire de chaussures, un stylo, un film de cinéma, un repas au restaurant. Tout, même simplement commander un sandwich, t'as tous les machins qui sont affichés. Je sais pas, je vais prendre comme toi. Mais tu sais même pas ce que je vais prendre. Oui, mais j'ai pas. Donc c'est pas comme si, par exemple, enfin, genre en mode ce soir, je sais pas si je vais faire poulet rôti ou pizza. On n'est pas face à une indécision pathologique. Alors là, on est vraiment sur ce truc très très basique, mais qui vont pas forcément entraîner des problèmes d'argent et compagnie. Mais au restaurant, tu vas vouloir prendre du plaisir. Donc tu vas peut-être en effet bugger sur le menu. Une paire de chaussures, ça va coûter de l'argent. Tu veux que ça soit utile plusieurs fois. Là, tu vas bugger. Un vêtement, un jean, une robe, là, ça va bugger. Non, manger ce qu'il y a dans ton frigidaire, là, c'est pas vraiment problématique parce que il y a moins d'enjeux, si tu préfères. Et comme les anxieux, ils sont vraiment sur l'évitement du risque, que ce que tu manges ce soir, il y a pas. Par contre, ne pas savoir quoi faire parce que ça fait depuis 10 ans que je fais ce métier et que là, comme par hasard, j'ai l'opportunité éventuellement de changer de poste, bah ça, c'est pas l'indécision pathologique. Non, parce que c'est normal. L'indécision pathologique, c'est tous les jours qu'il a des problèmes. Voilà, ouais. C'est tous les jours qu'il a des problèmes. La personne qui est indécise non pathologique a très peu de rumination. L'indécis pathologique rumine beaucoup.
La personne qui n'a pas d'indécision pathologique va demander l'avis à 2-3 personnes, elle va faire sa synthèse, elle va passer à l'action. L'indécis pathologique, il va demander son avis à 10 personnes, surcroît d'informations. Et très souvent, il va finalement ne pas donner suite, il va laisser un statu quo. Donc on est vraiment sur un fonctionnement radicalement différent des deux côtés. Qu'est-ce qu'on va maintenant? On va mettre en place. Sur l'indécision non pathologique, moi je dirais que le plus simple, c'est peut-être tout simplement l'analyse du contexte. Est-ce que j'ai assez d'informations? Est-ce que je suis derrière suffisamment aidé? Est-ce que je suis allé voir un responsable politique? Est-ce que je suis allé voir un responsable syndical? Est-ce que j'ai un avocat pour m'aider dans ce divorce? En gros, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai l'information et les personnes suffisamment solides pour pouvoir m'aider? Okay. Donc, problème de contexte égale faire intervenir quelqu'un dans le contexte. T'es pas sûr, tu vas avoir un médecin, t'es pas sûr, tu demandes à tes parents, mais il faut en gros que tu sortes de l'impuissance. Et là, on est vraiment pour moi sur un problème basique, c'est que si t'es pas plombier, tu tripatouilles pas les canalisations. Et c'est très souvent ça, c'est un problème de compétence, un problème de recherche d'information. Là, c'est beau, mais je parle bien, je suis assez content d'être franchement, ouais. Ah, mais j'ai réfléchi. Je suis en train de faire la commande de bouffe en même temps. On est bien d'accord sur ce qu'on prend, hein? Ouais, c'est bon. Je suis Est-ce que tu veux qu'on demande à pas mal de tes amis, en fait, si du coup c'est bien parce qu'on a pris des ramen au potimarron et de l'huile de cèpe. C'est super bon, n'hésitez pas. Ouais. On va peut-être pour ceux qui sont sur Paris, ouais. 21h35, c'est bien, 21h35. C'est très bien, ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour l'indécision pathologique? L'indécision pathologique, le gros classique, je donne un exemple que j'adore. Une patiente qui me dit, voilà, j'en ai marre de voir mes enfants grandir sans m'occuper d'eux, passer du temps avec eux, je veux changer de travail, je veux un travail où je peux avoir mes mercredis après-midi avec mes enfants. Ça, c'est son problème de base. Je veux mes mercredis après-midi avec mes enfants. Elle commence à farfouiller dans les petites annonces, elle trouve un travail routinier, pas loin de chez elle, avec les mercredis disponibles. Son cerveau lui dit, oui, c'est bien gentil, mais est-ce que tu vas pas t'ennuyer à un moment? Est-ce qu'il faudrait un travail avec plus de challenge? Elle farfouille dans Internet, elle trouve un travail intéressant avec plus de challenge, mais qui est à 1 heure de voiture de plus. Son cerveau lui dit, ouais, mais en même temps, d'après ce qu'on te dit, tu connais cet endroit, la manager est pas très cool. Il faudrait pas que tu regrettes qu'elle te tape sur le système. Elle va donc continuer à chercher, faire ses pérégrinations sur le web, et elle trouve un autre boulot, super intéressant, mais où elle travaille les mercredis après-midi. Et elle débarque devant moi avec la tête comme ça, et elle me dit, j'arrive pas à prendre de décision. Et ça, c'est le gros classique des indécis pathologiques, c'est qu'en fait, leur cerveau leur dit, et si, ce qui est un gros classique du talk. Et si t'étais malheureux, et si ça coûtait cher, et si tu regrettais, si ça s'avérait être un mauvais plan, et si finalement le premier plan était meilleur que le deuxième. Et moi, j'en dis toujours, excusez-moi, mais à l'origine, il y a eu un problème. Il y a un problème qui a fait que vous vous êtes dit, maintenant il faut du changement. C'est quoi ce problème chez vous? Le problème, c'est que mes enfants grandissent et que je ne les vois pas grandir, je vais récupérer mes mercredis après-midi. Et ça, c'est la variable numéro 1. C'est la variable fondamentale, la plus grave. C'est celle qu'on veut résoudre. Après, est-ce que c'est pas trop long en voiture? Est-ce que la manager est sympa? Et est-ce que ce métier est excitant, routinier? Je suis désolé, c'est une variable secondaire. Mais il n'est pas question que la variable secondaire soit plus puissante que la variable primordiale. Sauf que les indécis, ils n'ont pas cette notion de variable prioritaire et variable secondaire. Ils mettent tout sur un pied d'égalité. Et on se retrouve avec une ligne qui a la variable grave, variable secondaire, variable tertiaire, tout sur un pied d'égalité. Pourquoi? Parce que déjà, ils fonctionnent en termes de ici. C'est pas des arguments versus des arguments, c'est des arguments versus des suppositions. C'est pas on va régler le problème, c'est on va régler le problème, mais il faut aussi être sûr que dans le futur, on va pas nous regretter en termes émotionnels. Après, si le problème est réglé, tant pis, mais j'ai pas envie d'avoir des émotions. Et ils vont aussi ne jamais faire sur un coup. Et comme ça les angoisse, ils vont demander trop d'informations. Ils vont passer trop de temps dans Internet. Un autre exemple classique, un patient qui me dit, je sais pas comment vous faites vous pour booker un hôtel ou un appart quand vous partez en vacances, mais moi j'ai 250 onglets. Puis je sais pas, moi quand je vais visiter une ville, j'ai un budget, et puis j'ai pas trop envie de me taper trop de marche, donc je vais prendre en centre-ville historique, et puis un certain budget à pas dépasser. Donc, quand je vais sur Booking, pour ne pas citer Booking, je tape centre-ville, je tape ma fenêtre de prix, et si c'est au-dessus de la fenêtre de prix, mais désolé, je ne clique même pas sur le truc. Ah lui, il dit, ah non, mais moi je sais pas ça, c'est que je me dis, ok, on veut le centre-ville historique, mais peut-être qu'il y a des quartiers qu'on connaît pas qui seraient sympas, donc il va aussi ouvrir les quartiers qu'il connaît pas. Et puis il y a un pote qui lui dit, oh tu verras, tel endroit c'est sympatoche. Alors sa femme lui dit, ouais, moi j'ai pas envie de m'épuiser à prendre le train tous les jours, mais il va quand même cliquer sur le quartier que son pote lui a dit, et il va avoir un budget de 1000 euros, mais il va forcément ouvrir aussi les fenêtres à 2000 et 3000. Et son cerveau lui a dit, ouais, c'est 3 fois ton budget, mais en même temps ce serait génial, tu t'en rappelleras jusqu'à la fin de tes jours. Et forcément, entre
On veut être dans le quartier historique parce que j'ai pas envie de marcher, il va faire 40 degrés, on va être fatigué de se taper 20 km par jour. Ah, certes, mais c'est pas grave parce que tu vas pas regretter machin. Oui, tu te retrouves avec 250 onglets sur ton navigateur web. Parce que la variable prioritaire, je n'ai pas envie de marcher et je n'ai que 1000 euros, est remise en cause systématiquement par l'indécision pathologique. Il te dit, les variables prioritaires, elles vont à la poubelle, il n'y a pas de variable prioritaire. Ah, et du coup, ici, il a 5 hôtels, en fait, avec un budget de 1000 euros. En fait, il a 5 hôtels qui alors ça, rentrent dans ces critères de Donc là, tu recherche. tombes sur la notion d'équivalence. Ouais. C'est que tu vas au magasin et il y a 25 paquets de céréales qui te plaisent. Si les 5 te plaisent et qui sont strictement similaires, tu prends n'importe lequel. Parce que quelqu'un qui n'est pas indécis pathologique, il voit les 5, du bon bah celle-là, la chambre elle est un peu plus grande, celui-là il est sympa, celui-là machin. S'il y a vraiment une micro-différence, bah là, tu vas choisir celui avec la micro-différence. Et s'il n'y a pas de différence, bah tu t'en fous. Tu vas prendre n'importe lequel, c'est ce qu'on fait quand on va au magasin. Voilà. L'indécis pathologique, il voit des choses similaires, il va constater que c'est similaire. Son cerveau va lui dire, tu vas passer 4 heures de plus à disséquer, parce que tu vas voir au bout d'un moment une micro-différence que tu n'auras pas vue. Le problème, c'est que tu peux pas avoir une micro-différence qui n'existe pas. Et est-ce que du coup, cette micro-différence, pardon, en fait, pourrait justement ouvrir la voie vers des suppositions, encore une fois, qui vont encore plus alimenter... Avec la peur de regretter. Genre, mais comment vous pouvez regretter si vous aimez les éclairs au chocolat autant que les éclairs au café? Et ça fait 20 ans que vous aimez autant les éclairs au chocolat que les éclairs au café. Évidemment. Vous pouvez pas regretter, tu prends un éclair au chocolat et ton cerveau te dit pas de quoi t'as envie. Là, tout de suite, j'ai envie de bouffer du chocolat. La personne qui est indécise va sentir dans ses tripes que là, elle veut manger du chocolat. Son cerveau va lui dire, t'es sûr que tu vas pas regretter de ne pas avoir pris le café? Donc, mon ventre veut du chocolat et mon cerveau me dit, le café, tu pourrais le regretter. Mais ça, je suis désolé, c'est une supposition, c'est pas ce que je veux maintenant. Du coup, je vais prendre du café. Ouais, j'ai envie de prendre du café, mais et si finalement, en mangeant le café, je me dis, t'aurais dû rester sur ta première idée de prendre du chocolat. Et là, on est vraiment sur de l'imaginaire, de l'hypothétique pur. On n'est plus dans le concret. Pourquoi je suis rentré dans cette boulangerie? Parce que je voulais acheter une baguette de pain et un éclair au chocolat. Mais la tartelette aux fraises, là, elle a l'air sympa aussi. Ok, là dans mes tripes, mais qu'est-ce que j'ai envie de bouffer? Éclair au chocolat, éclair au café ou tartelette à la fraise? Ben je me dis la tartelette à la fraise, j'aurais pas 50 occasions. Ok, donc je sens vraiment de manière très pragmatique dans mes tripes que là la tartelette à la fraise me ferait plaisir. Ouais, mais en même temps, la tartelette à la fraise tu l'as jamais vue, alors que l'éclair au chocolat t'as jamais été déçu. Et à nouveau, là, tu pars sur la peur de regretter. Et à nouveau, c'est, je prends une pizza ou une escalope? Ouais, mais les pizzas, t'en as mangé la semaine dernière. Oui, mais là, tout de suite, que t'en aies mangé ou pas la semaine dernière, t'as envie de quoi? Ben, j'ai envie de manger une pizza, mais comme j'en ai mangé la semaine dernière avec l'escalope, a l'air sympa, je me dis que t'auras pas 50 occasions. À nouveau, c'est pas l'estomac qui parle. C'est le cerveau qui dit quoi? Il ne faut pas regretter. On ne fait pas les choses dans l'optique qu'on va les regretter. On fait les choses parce qu'il y a un problème qu'on doit résoudre. Donc, l'indécis, il confond les variables gravissime avec les variables secondaires. Il va chercher trop d'informations. Pourquoi? Parce que comme il n'est pas clair sur les variables de base, forcément, il va nous sortir des variables qui vont aller dans tous les sens. Un exemple tout bête, un patient qui me dit, moi j'ai besoin d'acheter un vélo pour faire des randonnées en famille. Je dis, c'est quoi votre problème de base? Je veux un vélo où je me sens bien pour faire des randonnées en famille. Donc il a des enfants en bas âge, donc c'est pas un vélo pour faire sauter sur les montagnes et sauter en deltaplane depuis un avion. Ok. Si c'est pour faire de la randonnée tranquillou, il n'a pas besoin de taper sur un vélo d'expert. D'accord? Et comme il a des problèmes de hernie discale, il faut un vélo qui a amorti bien les cheveux. Ok. Donc notre priorité c'est quoi? Un vélo familial, surtout, qui soit ok avec sa hernie discale. Je dis, vous avez quel budget? Mais j'en sais rien, j'ai un budget par exemple de 700 euros. Ok, très bien. Il a passé des semaines sur internet. Il a été en magasin, ça n'en finissait plus. Et à chaque fois qu'il en trouvait un, il avait un autre carré, après les vélos électriques, les machins. C'est parti dans tous les sens. Je dis, regardez le processus de votre pensée. Quand vous avez commencé à regarder sur Decathlon, machin et compagnie, vous avez tapé quoi? Il me dit, j'ai tapé vélo, il en avait 300, et j'ai regardé fiche par fiche. Pourquoi? Pour ne pas être déçu, pour ne pas regretter, pour ne pas ruminer. Donc déjà, on n'est pas dans j'achète un vélo parce que j'ai besoin d'un vélo. On est dans je lis toutes les fiches pour ne pas avoir un symptôme que je vais regretter. Mais on est déjà dans l'évitement de la souffrance. Je dis pourquoi vous avez regardé les VTT? Bah parce que je me suis dit que si en dehors des randonnées familiales, j'avais moi aussi un petit peu envie d'aller faire du VTT, ce serait pas trop con d'avoir en plus un VTT. Je suis désolé, c'est pas le problème de base. Oui, ça n'a rien à voir avec ça n'est pas votre problème de base. Si vous avez envie de faire du VTT, vous devriez me dire que ça fait des mois que vous dites j'ai envie de faire du VTT. Or, vous n'avez pas envie de faire du VTT. C'est en cliquant sur les fiches que vous avez dit ah, ce serait pas bête qu'en plus je puisse faire du VTT. Avez-vous envie de faire du VTT? Vous me dites non, j'ai pas envie de faire du VTT. Et c'est par contre, j'ai pas envie d'acheter un vélo de randonnée et de me rendre compte après que j'aurais aimé faire du VTT. Ça, c'est une supposition. C'est une hypothèse, on est dans l'imaginaire.
On n'est pas en train de répondre au problème qui est je veux un vélo pour faire des balades en famille sans avoir mal au dos. Tous les vélos qui étaient pas vraiment bien pour son dos, pourquoi il les a pas annulés? Pourquoi il n'a pas fermé la fenêtre? Parce qu'il s'est dit qu'en même temps, et voilà, et à nouveau en train de s'éloigner de la variable prioritaire. Est-ce que là, du coup, alors, est-ce que tu as prévu ou pas de faire le lien, en fait, entre ça, en fait, l'indécision, et la sphère émotionnelle? Ou alors, est-ce que là, en fait, on peut en parler ou pas? On peut en parler, c'est que si tu préfères, alors, l'indécis te dira que tous ses problèmes sont intellectuels, c'est que son cerveau lui fait un écran de fumée, il balance une boule ninja et hop, on comprend plus rien. Mais tu as raison, on est vraiment sur un problème émotionnel, c'est que ce sont des gens qui sont intolérants à l'incertitude, qui ne supportent pas le lâcher prise, qui ne supportent pas l'anxiété, qui ne supportent pas les regrets. Donc on est vraiment sur l'évitement émotionnel. Mais ça maintenant, on a deux possibilités. Nous. Soit on leur dit, écoutez, est-ce que votre envie de pouvoir prendre des décisions peut sous-entendre une certaine tolérance à l'incertitude? Est-ce que vous pouvez vous dire, bah écoute, tu sais quoi, je vais être incertain et tant pis parce que j'en veux la chandelle. Est-ce qu'il peut y avoir une certaine tolérance à l'anxiété? Et ben dans le pire des cas, je vais faire une super crise d'angoisse, mais j'aurai ce que je veux. Okay. Est-ce qu'il peut y avoir une certaine tolérance au regret? Bah dans le pire des cas, bah mon éclair au chocolat il était pas terrible et tant pis, c'est la vie. Pas toujours vouloir rentabiliser, maximaliser le plaisir et tout, diminuer la souffrance. Là, tu as raison, on est sur une notion d'acceptation. Si vous voulez être fonctionnel, bah désolé, l'être humain, la condition d'un être humain sur la planète Terre, c'est aussi malheureusement souffrir. Maintenant, de l'autre côté, je pense qu'il faut quand même des outils intellectuels. C'est que tu ne peux pas mettre en balance un argument et une supposition. Et pour moi, vraiment, ce qui est vital, si vous voulez un vélo familial qui ne fait pas mal au dos, votre priorité, c'est de ne choisir que les vélos qui sont ergonomiques pour votre dos. Si c'est pas un vélo qui est ergonomique pour votre dos, je m'en fous qu'il soit à 500 €, je m'en fous qu'il soit rouge, je m'en fous que ce soit Raymond Polidor, il est foutu à la poubelle d'office, il est exclu. Même pas tu vas lire la fiche technique. Tout en sachant, encore une fois, que si par exemple on passe, je sais pas, une semaine en fait, à choisir son vélo, mais parce que c'est organisé, c'est pas de l'indécision pathologique. Ça a pris une semaine, on a fait ça dépend pourquoi ça vu, prend une en semaine. Fait, si tu... Mais en gros, je sais pas, j'ai passé, en fait, je sais pas, 30 minutes là ce soir, en fait, à regarder 2-3 vélos. Puis après, bon, j'avais pas le temps parce que justement, j'ai une vie, j'ai voilà. À faire. Pourquoi tu as passé une semaine? Quelqu'un qui va choisir un vélo en 15 minutes, on peut se dire qu'il est un peu impulsif. C'est un peu dommage de foutre 100 € à la poubelle en 15 minutes. Voilà. Quelqu'un qui va passer une semaine parce qu'il a que 10 minutes et y a accordé, on peut, une semaine à raison de 10 minutes par jour, c'est pas une semaine à raison de 3 heures par jour. Voilà. Maintenant, on est d'accord que si tu veux acheter demain une maison secondaire, il vaut mieux y passer une semaine que 24 heures. Donc ça dépend au niveau des enjeux, mais il y a une différence entre la curiosité et l'évitement de la souffrance. Il y a une différence entre j'aime gambader, je suis curieux, ça me plaît. Par exemple, pour regarder des objets d'art, regarder des instruments de musique, regarder des vieux vinyles de jazz machin qu'adorent les collectionneurs. Et de l'autre côté, ah mais j'ai peur de regretter, je suis angoissé, faudrait pas que. Et là, on est vraiment dans l'imaginaire, tu vois. Donc, on est sur deux débats différents. On est vraiment sur la notion de plaisir, plaisir, fonctionnalité, solution, versus évitement de la souffrance, peur de regretter. Un autre truc qui est très important pour moi aussi, c'est que sur la notion de variable fondamentale, si on revient à mon histoire du vélo, il a dit qu'il avait un budget de 800 €. 800 €, c'est pas 1500. Donc quand il tombe par exemple sur, ah bah tiens, des vélos électriques, il dit, ah mais vélo électrique, ça pourrait être vachement bien parce qu'on pourrait aller plus loin. Je dis, est-ce que vous avez dit de base que vous vouliez un vélo électrique? Non, je voulais un vélo normal. Vélo électrique, déjà, t'en auras pas pour le prix que tu veux. Donc, si tu trouves un vélo familial, qui respecte ta hernie discale, et en plus il est électrique et il rentre dans les 700 €, super. Mais derrière, je suis désolé, s'il est au-dessus, il est exclu d'office. Donc la variable prioritaire, je veux un vélo pour ma hernie discale. Tout ce qui respecte pas ta hernie discale, c'est exclu. Petit 2 qui rentre dans les 700 €. 701 €, c'est exclu. Donc déjà, tu fermes un paquet de fenêtres sur ton navigateur internet. Il va t'en rester 3 ou 4. Et là, tu vas tomber sur une variable qui est pas très importante, qui est la couleur, qui est tout ce que tu veux. Si tu as des enfants en bas âge, est-ce qu'il faut un panier devant? Bah, ça peut être pratique d'avoir un panier avant. Mais le panier en avant, c'est la quatrième variable. Donc, ma hernie discale, machin 700 €, etc. Panier en avant. Ça, quelqu'un qui n'a pas d'indécision pathologique va respecter le sens, la hiérarchie des variables. Indécis pathologique, hop, il va le mettre dans ce sens-là, et tout le monde se retrouve sur un peu d'égalité. Et là, je comprends que c'est pas compliqué. Je pense à un autre exemple d'un patient qui voulait acheter une guitare. Il me dit, je vais acheter une guitare parce que celle que j'ai actuellement n'est pas ergonomique pour les passages rapides. Le patient, il doit acheter un truc. Voilà, ce sont des patients qui ont l'argent, tu vois. Et en fait, il va dans plein de magasins de guitare et à chaque fois, incapable de choisir. Telle guitare, elle est super belle, telle guitare, elle a une finition qui est belle, telle guitare, elle est ceci, cela. Je dis, mais excusez-moi, votre cerveau, il vous dit quoi? Guitare ergonomique pour les passages rapides ou autre chose? Il me dit, ah non, mais en fait, mon cerveau démultiplie les variables.
Vous mettez un pied chez un luthier pour acheter une guitare ergonomique. Et elle soit en acajou, en machin, on s'en fout. Vous voulez une guitare ergonomique? Et au bout de 2 ans, il n'avait toujours pas acheté sa guitare. Pourquoi? Parce que son cerveau dit, ouais, qu'elle n'est pas ergonomique, mais avoue qu'elle est belle. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas ergonomique, mais avoue qu'elle a des aigus cristallins. Ouais. Ça n'est pas le truc de base. Ouais. Moi, quand je veux un truc, je suis pas indécis. Si je veux des guitares qui a un son tel quel, bah, c'est pas le challenge. Après, si cette guitare a le son que je veux et en plus un truc, c'est bonus, c'est sur le gâteau. Si ça sort du budget, désolé. Après, tu tombes parfois sur des choses hallucinantes où tu te dis, ok, là, ça peut valoir le coup de sortir du budget. Mais il faut pas l'air que tu te foutes dans la merde au niveau de ton compte en banque. Il faut que ça soit réfléchi. Mais ce sera une approche rationnelle, ce sera pas une approche en SI. Et tu as le droit, du coup, de demander, en fait, à un ami ou à un membre de la famille pour éventuellement avoir un conseil. Ça, beaucoup, on a le droit. Mais un ami, c'est pas 15 amis. Voilà, c'est ça. Okay. La personne qui est indécise pathologique, on parlait des équivalences. Quand tu es devant 25 céréales du même acabit, ça va être très compliqué pour lui. Parce qu'il va vouloir chercher des micro-différences alors qu'il n'y en a pas. Mais il va aussi y avoir un problème de choix aussi par défaut. C'est que de temps en temps, tu te retrouves dans une situation où il y a une seule possibilité. Et quand il y a une seule possibilité, tu vas dire, ah oui, c'est pas mon cerveau qui m'a créé un protocole, c'est que du coup, j'ai un peu estimé le débat, il y avait que ça, j'ai fait que ça. Et ça, faut se méfier aussi de ça, ou des gens qui refusent de se positionner. Ils n'ont pas refusé de se positionner parce que le débat n'était pas intéressant, mais parce qu'ils veulent esquiver la prise de tête, la rumination, l'angoisse, l'incertitude et les regrets. Et c'est pas en esquivant un débat qu'on pourra progresser dans le débat. Okay. On répond à 2-3 questions. Et si par exemple, en fait, à chaque fois tu es obligé, alors imaginons en fait que du coup tu as vraiment un seul ami, et c'est vraiment toujours en fait ce même ami que tu vas solliciter pour tes prises de décision. Parce que là du coup ça c'est pareil, parce qu'on est face en fait à de l'indécision pathologique. Bah, tu sais, t'as souvent des gens avec qui tu t'entends mieux que d'autres. Il y a des gens qui sont de bons conseils, il y a des gens qui sont pas de bons conseils, il y a des gens qui sont réfléchis, d'autres qui ne sont pas. Le problème, c'est est-ce que cet ami, déjà lui-même, a une bonne connaissance du souci? Est-ce que cet ami va t'encourager à chercher plus d'infos? Parce que, pour moi, je sais pas qu'un ami me téléphone en disant je suis en plein divorce et compagnie, ma première question, c'est est-ce que tu as pris un avocat? De base. Parce que alors du coup, c'est simplement en fait pour savoir, parce que donc alors l'indécision pathologique, donc c'est vraiment l'incapacité en fait à pouvoir prendre une décision efficacement, de manière fonctionnelle, de manière fonctionnelle et sans souffrance. Mais est-ce que alors du coup quelqu'un en fait qui ne passe sans cesse que par d'autres personnes pour quand même en fait in fine prendre des décisions, est-ce que du coup ça peut être de l'indécision pathologique? Alors ça peut être un problème de confiance en soi. Ouais. C'est que j'ai pas confiance en moi, donc je pose la question à quelqu'un. D'accord. Il y a une différence pour moi entre je pose une question à quelqu'un parce que j'ai peur de faire des erreurs, je vais encore ruminer pendant 3 jours, et de l'autre côté, de manière générale, j'y connais rien, j'ai peu confiance en moi, je me repose sur les autres. Ça, ce sont plutôt des gens qui disent moi, je suis pas compétent. L'indécis pathologique, il te dira pas je suis incompétent, il te dira je vais avoir la tête comme ça. Et comme je vais avoir la tête comme ça, je préfère déléguer et poser la question aux autres. Maintenant, en effet, tu as des gens qui sont chroniquement dans le sentiment de nullité. Ils ont chroniquement pas confiance en eux. Par exemple, quelqu'un qui va dire je viens de débuter dans mon travail, je suis constamment en train de demander à mon collègue, tu peux relire. Est-ce que tu es sûr que machin? Voilà, parce que tu te sens pas légitime, parce que tu te sens incompétent. Mais ça, c'est de l'anxiété. On est sur un problème d'anxiété qui va entraîner ce qui ressemble d'apparence à une indécision. Mais c'est pas un problème de prise de décision, c'est un problème généralisé d'estime de soi. Je comprends. T'avais une question, ouais, il me semble que c'était Séverine, une bonne mémoire, tout à fait, qui demande est-ce que les perfectionnistes sont plus touchés par cette pathologie? Oui, ouais, c'est à l'interface entre les obsessionnels, donc troubles obsessionnels compulsifs, et les perfectionnistes, sachant que les perfectionnistes tombent dans le trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. Ouais. Donc on rappelle que les gens qui ont des TOC ont des compulsions, des rituels de lavage de mains, de vérification, de répétition, ils ont une angoisse, ils ont une obsession, et ils répondent par un comportement ritualisé, alors que la personnalité obsessionnelle compulsive, ce sont des gens qui sont rigides, dans la recherche d'excellence, dans l'intolérance à l'erreur, très carrés. Il n'y a pas d'ailleurs de compulsion, de lavage de mains et compagnie, ce sont juste des gens qui estiment que quand c'est comme ça, c'est pas autrement. Et il peut y avoir un processus d'indécision, pourquoi? Processus d'indécision parce que ils veulent la solution parfaite. Ils veulent la solution parfaite parce que sinon ça va être une attaque à leur estime personnelle, parce qu'ils vont déplaire, parce qu'ils vont être taxés de laxisme, parce qu'ils ne veulent pas que l'on pense que ce sont des dilettantes, mais parce que si derrière il y a la notion qu'il faut pas gâcher d'argent, qu'il faut être sérieux, qu'il faut épargner, des formes de rigidité morale, tu vois. Et ça peut entraîner en effet un processus d'indécision. Non, on a fait un relève, il me semble, sur... ouais, c'est ça. Mais on avait plus misé sur le côté burn-out, recherche d'excellence, on n'avait pas trop parlé d'indécision.
Maintenant, très honnêtement, je pense, alors, ce serait intéressant de réfléchir. Est-ce que mes patients indécis sont majoritairement TOC ou majoritairement perfectionnistes? Ils sont majoritairement TOC. Après, peut-être qu'ils sont TOC et perfectionnistes. Peut-être qu'ils sont les deux. Peut-être qu'on aurait dit vraiment la question en million. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que avoir un TOC pur suffit à être indécis, ou est-ce qu'il faut l'assemblage d'un TOC et d'une personnalité obsessionnelle, compulsive, perfectionniste pour avoir les deux? Moi, j'ai l'impression qu'il faut les deux, mais je pense aussi qu'on peut avoir qu'un TOC. Un TOC, c'est un peu insuffisant pour être indécis. Alors, comment, alors moi, en tout cas, moi, je garde vraiment en tête quand même le lien et tout qu'on peut toujours faire. Maintenant, je pense à un copain qui est hyper indécis et qui n'est ni perfectionniste ni TOC, qui pour moi a peut-être potentiellement un déficit de l'attention. Et je pense que comme il a un déficit de l'attention, il n'a pas de méthodologie de réflexion. Et comme tout va très vite, qu'il déconnecte vite, quand on lui dit « Monsieur, vous voulez manger quoi ?» Ben lui, il était à des années-lumière de ça, et en fait, comme il me l'a souvent dit, j'ai peur de retarder la vendeuse, donc il dit systématiquement « comme mon voisin ». Et il sait même pas ce que tu bouffes. Mais parce que alors, donc en fait, en gros, indécision égale, enfin, difficulté au niveau de la prise de décision, c'est frontal, et ça, par exemple, ça, typiquement, ça, c'est frontal. Alors, si t'as peur de déplaire, c'est anxiété sociale. Mais si t'es déconnecté, t'es un peu dans ton monde et t'es pas dans la réalité, ça fait très difficile de l'attention. Et c'est là où, en fait, l'émotion va prendre aussi le pas, en fait, sur les capacités de logique et de raisonnement. En fait, en gros, l'émotion, en fait, du coup, bah, justement, t'as parlé de nuages, en fait, les ninjas, tout qui arrive, bah, vient, en fait, entacher aussi les capacités de réflexion, de logique de la personne, qui va être aussi potentiellement trop, finalement, en fait, occupée à devoir gérer une émotion sans réussir à vraiment prendre une bonne décision. C'est de logique. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'indécision pure ou est-ce qu'il y a de l'indécision plus des problèmes de concentration? Quelqu'un qui est sur un diagnostic un peu mélangé et tu sens qu'il y en a un visiblement qui entraîne l'autre. Ça, typiquement, en fait, pourquoi, en fait, en gros, c'est cette question-là? C'est parce que, alors, comment ça se traite? Comment on travaille ça? Alors, comment on traite j'ai un peu répondu tout à l'heure, je pense qu'il y a des problèmes de concentration. J'étais concentré sur l'indécision non pathologique, recherche d'informations, aller chercher de l'information dans Internet, accepter potentiellement de défier la famille et sortir des prérogatives de la culture, accepter d'aller voir un responsable syndical. En gros, il faut sortir de l'impasse. C'est la résolution de thérapie. C'est la résolution de problème pour moi. C'est que tu t'es dans une impasse et en fait, tu es dans l'impasse et ton cerveau te dit tu n'as pas le droit de reculer et prendre une autre rue. Et en fait, le but de la thérapie, c'est de dire je suis désolé, dans l'impasse, vous ne pouvez pas aller autrement que mal. Là, il va falloir reculer et ouvrir une nouvelle porte. Il y a une porte que vous avez fermée. Parce que votre contexte vous dit cette porte est inacceptable. Si vous voulez aller mieux, je suis désolé, cette porte va falloir l'ouvrir. Mais est-ce que du coup ça c'est quoi? Ça c'est TCC c'est clairement TCC. Non, c'est clairement TCC parce que c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. C'est en discutant avec la personne de la façon dont elle voit les choses qu'elle va se rendre compte qu'elle s'est mise dans l'impasse. Après, on va discuter de qu'est-ce qui serait pertinent pour vous allier mieux. Il va falloir qu'elle tolère les émotions, qu'elle tolère l'anxiété, qu'elle tolère de déplaire, qu'elle tolère, voilà, parce que tu arrives dans l'inconnu, tu arrives dans plein de trucs. Donc on est sur un mix de tout ça. La thérapie ACT peut être hyper intéressante là-dessus aussi. Maintenant, sur quelqu'un qui est juste paumé parce qu'il n'a pas d'information, tu es vraiment sur un boulot de coaching, d'assistante sociale. Il y a des gens qui savent juste pas que quand tu divorces, on veut prendre un avocat. Il y a des gens qui savent pas qu'ils ont la MDPH, la RQTH, les responsables syndicaux. Ils connaissent pas tout ça. Ça, c'est un manque d'information. Donc ils viennent pour des symptômes, mais tu te rends compte que oui, bah tu vas faire un boulot d'assistante sociale parce qu'on est vraiment sur des trucs très factuels, très pragmatiques. Sur l'indécision pathologique, on va leur expliquer le fonctionnement. Faites attention au SI, faites attention à la peur de regretter, faites attention à l'imaginaire. Vous revenez toujours à la même chose. Et moi, je leur demande de faire des tableaux. C'est quoi le problème de base? Et tout ce qui ne répond pas à ce problème et strictement à ce problème est exclu. Les SI, ciao, c'est pas en train de parler. Pourquoi? Parce que les SI, le SI, ton cerveau t'envoie SI. Pourquoi? Parce qu'il veut prendre toutes les configurations possibles. Mais on veut pas prendre en compte toutes les configurations possibles, on veut prendre en compte la première configuration qui est celle qui est je veux avoir mes mercredis après-midi pour voir mes enfants. Je veux une guitare dont le manche est pratique pour faire des passages rapides. C'est ça qu'on veut. Le cerveau perfectionniste, obsessionnel, il s'en fout de ça. Il veut ne pas être déçu, ne pas regretter, ne pas ruiner. Donc on n'est pas du tout sur le même problème. Non. Ouais, et là c'est là où en fait finalement le travail du praticien c'est aussi de pouvoir recentrer en fait sur les problématiques de base. Toujours te remettre sur le problème de départ. C'est pas ce que j'appelle la variable fondamentale, parce que la variable fondamentale elle peut avoir changé. C'est quoi qui a ouvert ce débat à l'origine? Vous étiez en train de jouer de la guitare et d'un seul coup vous vous êtes dit quoi? Ah bah ma guitare elle est pas pratique pour les passages rapides. C'est ce problème-là qu'on doit résoudre.
Après, si vous voulez une guitare de collection pour mettre sur le mur derrière vous au-dessus du canapé, c'est un autre problème. C'est un deuxième problème. Par exemple, quelqu'un qui me dit, ah, mais j'ai envie d'avoir une maison secondaire, mais en même temps, je me dis, c'est un nid en merde, j'en veux une, j'en veux pas une. Je dis, ok. Qu'est-ce qui a amené ce débat à l'origine? Ah ben, on s'est rendu compte pendant le premier confinement que Paris, on en avait marre, on aimerait bien pouvoir un peu respirer à la campagne. Ok, donc le problème c'est, vous avez marre de Paris, vous voulez respirer un peu à la campagne. Ok, c'est par rapport à ça qu'on va revenir. C'est quoi votre deuxième variable? La deuxième variable, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Ok. Et votre troisième variable, c'est que quand on achète une maison secondaire, on se rend vite compte qu'il y a des tubes qui sont cassés, qu'il y a des fuites d'eau, qu'il y a des machins, et on veut pas avoir ce genre de soucis sur les épaules. Ok, ça c'est vos trois variables. Première variable, comment on va répondre à ça? Et oui, mais on s'est dit, mais en même temps, parce qu'après je me suis dit, mais est-ce qu'on pourrait pas laisser un bien à nos enfants pour plus tard? Ben, ça, je suis désolé. Ça, c'est une quatrième variable si vous voulez. Mais la quatrième variable n'est pas censée vous entraver sur la première qui est, nous voulons sortir de Paris pour pouvoir nous reposer, mais on veut pas avoir d'emmerde. Et en fait, ton patient va se rendre compte au bout d'un moment que la première solution, c'est peut-être simplement de prendre des locations de temps en temps, qui coûtera moins cher. Et quand son cerveau se dit, la location, c'est génial pour sortir de Paris, c'est génial pour pas dépenser trop d'argent, et c'est génial pour ne pas avoir des problèmes de fuite, machin, son cerveau va dire, oui, mais tu crois pas? C'est de l'argent, je sais pas. Voilà, c'est par les fenêtres. J'ai, ok, si vous voulez, mais il faut que vous respectiez vos premières variables. Ouais. Si vous voulez pas perdre de l'argent, pas jeter de l'argent par les fenêtres, il faut devenir propriétaire. Est-ce que vous trouvez que ça répond à votre variable qui est juste avant? Ben non. Donc si ça répond pas à la variable qui est au-dessus, une variable inférieure ne peut pas outrepasser une variable supérieure. La question est répondue. Voilà. Et c'est vraiment une question de hiérarchie sur papier, pas dans la tête, parce que dans la tête ça va dans tous les sens. Il faut le faire sur papier pour visuellement voir que si ça respecte pas. Donc en ligne, on met les variables, de la plus importante à la moins importante. Et en colonne, on marque toutes les possibilités. Une possibilité qui ne remplit pas la première ligne, elle est exclue. Si elle répond à la ligne 2, 3, 4, je m'en fous. Elle n'a pas répondu à la variable fondamentale, elle est exclue. Parce que qu'est-ce qui se passe? Tu mets en balance une variable, la première case qui répond à la variable 1 et une qui répond à rien du tout sauf à la quatrième. Comment une variable qui répond à la quatrième chose peut être mise en comparaison avec la variable qui répond à la première chose? Tu peux pas. J'ai des questions. Question de base. Combien de temps en fait en gros peut durer une thérapie ou une prise en charge pour ce type de problème? Alors ça dépend, parce que si cette indécision rentre dans le cadre d'un TOC, c'est le TOC qui se matérialise notamment par l'indécision. Auquel cas, parfois ça peut être intéressant d'avoir un traitement antidépresseur, parce que c'est les neurones dans le TOC, le système sérotoninergique notamment qui marche pas bien, et le symptôme TOC va s'exprimer par l'indécision. Si ton symptôme est super puissant, que tu n'as pas de traitement médicamenteux, ta thérapie va être un peu compliquée. Donc c'est parfois intéressant chez certains patients de mettre un antidépresseur. Tu as aussi des patients qui sentent l'impression d'un mystérie, d'une boucle très dépendant de la dopamine, et parfois sous dopamine ça va mieux. Tu as des patients qui vont avoir une forme de dépression. Cette dépression va se caractériser par une ébullition de pensée. Et tu viens pour l'indécision et tu te rends compte qu'en fait c'est un symptôme de dépression mixte et vaut mieux soigner la dépression. Et tu as des gens en effet qui vont faire une TCC, ça va très bien marcher parce qu'ils vont mettre en place une méthodologie. Tu as des gens où tu sens qu'il y a un TOC, mais il y a aussi la notion de perfectionnisme dont on parlait tout à l'heure, l'excellence, le refus de l'échec, le refus de ruminer, le refus de faire un mauvais choix. Il faut que ça soit nickel chrome et le processus de réflexion doit être lui-même nickel chrome. Ok. Et là, il va falloir travailler sur la tolérance à l'incertitude, tolérance au regret, que entre ce que le cerveau veut et la réalité, personne ne veut des décisions parfaites. Les gens sont un peu flemmards de base. Personne n'a envie de passer 4 heures dans Google pour acheter un truc. Au bout d'une demi-heure, tu commences à en avoir marre. Donc quand tu sens que tu passes de plaisir à coup de flemme souffrant, là on arrête. Oui, mais la beauté du process. Oui, mais là, je suis désolé, c'est perfectionniste. Ils vont devoir dire, du coup, je vais me coucher avec de la culpabilité, une gêne, un inconfort. Mais ça, il faut le tolérer pour désautomatiser. Donc, entre les médicaments, le TOC, le perfectionniste, la TCC, c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait pas ce que le cerveau va me balancer dans les pattes ou des jambes. Il y a ceux qui vont dire, j'ai tout compris. Et une fois que j'ai validé mon achat, un achat qui est 100% en accord avec mon tableau, j'ai pas arrêté de ruminer. Oui, mais si finalement tu prends pas de plaisir, et là tu es sur de la rumination post-achat. Il y a des gens qui ont tellement peur de ruminer qu'ils vont annuler la prise de décision, qu'ils savent être corrects, parce qu'ils n'ont pas envie de ruminer. Tu vois? Mais il faut aussi à un moment tolérer de ruminer. Toi, tu reçois principalement des patients adultes. Oui. Est-ce que ça peut arriver, par exemple, qu'un ado présente
ce type de profil? Pas trop. Moi, j'ai surtout des adolescents qui ont des problèmes de choix d'études, qui ont des problèmes pour assumer certains choix ou leur nature profonde devant leurs parents, la société, tout ce que tu veux. Je pense que prendre une décision chronique, tu vas plus l'avoir avec les adultes pour une simple raison, c'est que quand t'es adolescent, t'es un peu porté. Collège, lycée, fac, ça coule un peu de source, la vie est balisée. Je pense que ça va arriver quand tu vas sortir des études, que tu vas commencer à mettre en place un travail, là l'indécision va te sauter un peu. En fait, pour avoir une indécision pathologique, il faut avoir le luxe d'avoir le choix aussi de pouvoir choisir. Ouais, tout à fait. Okay. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui disent, oh là là, jusqu'au master, j'étais tranquille, ma vie était toute tracée. Puis dès qu'ils ont eu leur diplôme, il a fallu commencer à chercher un travail. Là, ça a explosé en angoisse. Parce que là, ils étaient heureux, hein, mais c'est juste que... Là, ils étaient livrés à eux-mêmes. Avant, le contexte les aidait. Là, maintenant, c'est eux qui sont 100% responsables de leur vie. Là, c'est un peu plus. Est-ce qu'il y a des... Alors, les gens se connectent, hein, ça c'est cool. Merci à vous, et vraiment, encore une fois, n'hésitez vraiment pas à partager. On a encore quelques minutes devant nous, donc si... C'est le livreur de Deliveroo qui va choisir notre vie à notre place. Mais on le voit, il pédale, il est à fond, ouais. Donc en fait, en gros, si jamais vous avez des questions, c'est le moment, faut vraiment pas hésiter en tout cas à poser vos questions. Moi, j'ai appris plein de choses là, ce soir. J'ai appris plein de choses. J'ai appris plein de choses, mais comme toujours, de toute façon, c'est toujours extrêmement riche en informations, et en live, je reçois... Votre commande est en cuisine, c'est bien ça. Ouais, du coup, on n'est pas avant 22h. Mais, et en live, justement, je reçois pas mal de messages, de feedback positif, tu vois, sur ta présentation, ce qui est quand même vraiment chouette. Et on a 20 € de réduction. Bah, c'est moi qui invite ce soir. Parce que je vais voir combien ça coûte, c'est cool. On va rien payer, c'est cool ça. Ouais, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple qui peut être éclairant? Non mais c'est intéressant, tu sais pourquoi c'est intéressant en fait? Parce que typiquement, au quotidien, on va pas avoir l'impression qu'on est vraiment dérangé par ce genre de difficultés, mais lorsqu'on est vraiment face du coup en fait à une indécision pathologique, c'est handicapant. En fait, ça en devient forcément handicapant parce que ça a un impact, quoi qu'il en soit, en fait, sur quelque chose. Ça va avoir un impact, bon, déjà évidemment sur nous-mêmes. Après, en tant qu'adulte, c'est là où parfois c'est difficile aussi de travailler avec les adultes, c'est que tant qu'on fait avec, il n'y a pas vraiment de grosses plaintes. Derrière, il n'y a pas forcément de prise en charge, il n'y a pas forcément de diagnostic. Mais en fait, ça a aussi, la plupart du temps, un impact sur l'entourage, sur le reste soit de la famille ou des amis. Comme tu disais, hein, lorsqu'on est confronté en fait à je sais pas ce que je vais choisir au resto, je sais pas ce que je vais choisir comme lieu de vacances, c'est très compliqué en fait. Et puis ce qui est compliqué, tu sais, c'est bien pour ça que c'est pas une maladie dans les manuels de psychiatrie, parce que tu peux être indécis parce que t'as pas assez d'informations, tu peux être indécis parce que ton contexte familial, culturel, professionnel est compliqué. Dans le premier cas, c'est méthodologique. Dans le deuxième cas, c'est sociologique, économique. Dans le troisième cas, c'est l'anxiété, c'est déjà plus du psychologique, psychiatrique. Et comme tu as un symptôme avec je sais pas combien de portes d'entrée, c'est comme l'estime de soi, c'est comme la procrastination. Ce sont des dynamiques qui ne sont pas des maladies en tant que telles. J'ai parlé d'impulsivité. Je suis pas vraiment rentré dans le détail de l'impulsivité. Là, on a beaucoup parlé d'étoffe et tout ce que tu veux, mais notre indécis qui est impulsif, ça va être quoi la thérapie? On va lui dire, monsieur, à cause de l'impulsivité, c'est-à-dire là, recherche d'excitation, évitement de la frustration, vous court-circuitez systématiquement la prise en la rationnelle, le versant rationnel intellectuel. Là, tu vas faire une thérapie du décalage. C'est que tu vas le confronter à cette impatience. Tu vas le mettre dans un contexte d'exposition. Voilà, là, je fous dans l'impatience et tu vas commencer à lui demander de tolérer l'impatience. Parce que le pic d'impatience, d'impulsivité, ça monte et ça redescend. Donc là, ça monte, ça me fait souffrir, ça m'emmerde, boum, décision pour esquiver. Non, vous allez vous taper la courbe qui va continuer à monter et quand elle va redescendre aussi, le cerveau émotionnel sera un petit peu moins chiant et là, on va pouvoir attaquer le versant rationnel. Mais il faut que cette personne, on dise par exemple, vous êtes vraiment à 20 minutes près. Est-ce que vous pouvez vous entraîner à toujours reporter de 20 petites minutes après de décision? Est-ce que vous pouvez tolérer ce feu, ce brasier de frustration, d'excitation? Est-ce qu'on peut, être un peu plus costaud par rapport à ça? Parce que de toute façon, l'impulsivité court-circuite les zones intellectuelles. On va attendre 20 minutes de plus, et promis, vous pourrez regarder si vous avez envie. Mais c'est ce qu'on fait dans les achats compulsifs. Ouais. Donc, vous avez le droit de rentrer dans le magasin, tripatouiller des objets, mais vous les achèterez dans une demi-heure, une heure. C'est pas interdit. Mais on attend que le pic redescende. La thérapie de l'impulsivité, c'est tolérance à la frustration et apprentissage de la technique de décalage où on fait 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. C'est nickel justement que tu parles de tolérance. Alors merci Swazik
pour vos questions. Comment se travaille cette tolérance au regret? Alors la tolérance au regret, soit c'est juste une pure émotion, c'est que j'ai pas envie de souffrir, c'est une allergie émotionnelle et ça peut être intéressant de voir. Parce que là, je peux, là, tout de suite, avoir peur de regretter dans 3 semaines. Ça, c'est de l'anticipation. Là, je suis pas dans le regret. Je suis dans l'anticipation anxieuse que je vais regretter. Est-ce que j'ai un problème d'intolérance au regret ou est-ce que j'ai un problème avec l'anxiété d'anticipation? Ok. Et si je suis ok pour farcir mon anxiété d'anticipation, ça se trouve, je vais pas du tout regretter. Ça se trouve, je suis en train de me faire avoir. Mon cerveau me parle de regret et c'est juste un problème d'anticipation. Donc, on va se taper cette angoisse d'anticipation, on va la tolérer parce que c'est le salaire à payer pour pouvoir avoir une vie qui fonctionne mieux. On va acheter l'objet. Puis on va se rendre compte finalement qu'on est très content de cet objet. Il n'y a donc pas de problème de regret. Ou alors on va regretter cet objet, on va se rendre compte que le regret il est somme toute vivable. Comme quoi j'ai pas un problème de regret, mon cerveau me manipulait avec l'anxiété d'anticipation. Maintenant les gens qui ont des problèmes de regret, on est vraiment sur une forme de perfectionnisme. C'est le process n'est pas parfait, je peux pas jouir à 200% de l'objet. Bah oui, mais il faut accepter aussi d'utiliser cet objet et de tolérer que la jouissance soit pas totale. J'ai acheté un super ordinateur, je l'ai rayé, merde, je peux plus en profiter à 200%. Oui, mais vous n'allez pas laisser l'ordinateur de côté. Vous n'allez pas réfléchir à une stratégie pour le remplacer. Vous allez utiliser cet ordinateur, mais vous allez accepter qu'un ordinateur, c'est comme un téléphone, c'est fait pour être utile. C'est pas un objet d'art. Et t'as souvent cette réflexion chez certains patients qui est que toute leur maison, ce sont des objets d'art. Même un stylo, un téléphone. Donc comme ils shampooinent tout, ils aiment pas les rayures, ils sont gardiennisés. Et toute leur vie, c'est leur ça vous fait attention, pose-le tranquillement. Ne le raye pas. Mange pas des chips en jouant à la PlayStation. Donc, on peut pas inviter des amis pour jouer à FIFA. La PlayStation, c'est fait pour s'amuser, et tant pis si c'est crade. Tu vois? Et là, on revient à la notion de visuel. Est-ce que votre envie de profiter de votre vie peut faire que vous allez être un peu dégoûté, qu'il y ait une rayure sur la manette ou que le clavier soit un peu abîmé? Est-ce que c'est pas le salaire? Et ça, ce sera de la tolérance au regret, si ça permet d'avoir une vie plus sympatoche. Maintenant, quand le cerveau dit, ah, tu regrettes, t'es un bon connard, tu vois que t'es un connard, tu vas prendre des décisions, là, c'est un problème d'estime de soi. Donc, c'est pas une angoisse d'anticipation, c'est pas un problème de regret, c'est un problème d'estime de soi. On part du principe qu'un mec comme moi fait que de la merde. Et là, il faut qu'on travaille l'estime de soi en thérapie du schéma en MDR. Comment se défaire d'une possible Ah bah, culpabilité? on vient de le faire. Voilà, ouais. Vous auriez de coup, la ça, c'est encore doc, une car fois, ça va en fait, super vite. Oui, on mettra un document en pièce jointe sur les commentaires, je te l'enverrai, tu mettras en photo. C'est bon. Non? Ah, Tu vas aussi. Fais ton tableau de décision. Non, mais Non, mais la justement, décision, en fait, on est c'est dans ce chiant, ouais, le fait de prioriser, alors qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. D'accepter, en fait, peut-être que certaines choses puissent être un petit peu moins importantes. Et ce qui est important en tant que thérapeute, c'est qu'on va pas leur dire ce que nous on estime être bon. Parce que sinon, Ouais, on remplace oui. le nombre incalculable de personnes à qui ils téléphonent pour prendre des décisions à leur place. Oui. Non, c'est qu'est-ce qui est cohérent pour l'épanouissement, qu'est-ce qui va vous permettre de donner du sens à votre vie, et qu'est-ce qui répond à votre problème, bien sûr. Et et qu'est-ce qui répond au problème, c'est pas forcément mon choix, c'est leur choix à eux. De réussir, en fait, à cibler ce qui pose problème, tout en prenant en compte la globalité de la vie du patient. En fait. Et puis toujours tolérer qu'il y a une certaine part de souffrance dans la vie, qu'on peut pas, le cerveau dit arrange-toi pour être 100% dans le plaisir. Et quand vous êtes dans une recherche de 100% de plaisir, vous êtes dans une perpétuelle angoisse et frustration quand ça marche pas. Mais c'est comme les gens qui veulent absolument être heureux. Si tu te lèves le matin en disant, faut que je sois heureux. Bah, déjà, tu ne fais que passer au radar et voir tout ce qui te rend malheureux. Donc cette optimisation de la jouissance, cet évitement total et radical de la frustration et du regret est déjà en tant que tel une allergie émotionnelle et c'est déjà pour moi un prisme qui est pas bon pour orienter ça. C'est simplement, c'est quoi le problème, qu'est-ce que je fais?